Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Djibouti et la Chine renforcent leur partenariat stratégique lors d'une rencontre à Pékin. Les forces israéliennes se retirent de Jenin et Tulkarem après une offensive de 10 jours. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. À Pékin, notamment la rencontre entre Ilyas Moussa Daoualé, ministre de l'économie et des finances, et du haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois, a marqué une étape significative dans les relations bilatérales entre Djibouti et la Chine. Et dans l'atmosphère du siège du Parti communiste chinois, les deux dirigeants ont engagé des discussions franches et constructives, mettant en avant la nécessité de consolider leur dialogue politique et économique. Loin d'être une simple formalité, cet échange témoigne d'une volonté partagée de creuser en profondeur les enjeux de leur coopération. Les deux parties ont abordé les questions délicates, cherchant à renforcer les liens qui les unissent. Et un mémorandum d'entente semble sur le point d'être signé, symbolisant une étape décisive dans leur partenariat. Dès l'ouverture du 9e forum sur la coopération sino-africaine, le président Xi Jinping a fait des annonces majeures pour le continent lors de son mot d'ouverture de ce forum. Il avait promis un partenariat renforcé et dans son discours, le président Xi Jinping a dévoilé les grandes lignes de ce projet de grande envergure. Et cette collaboration contient également un volet sécuritaire, des annonces qui confirment la volonté de la Chine de maintenir sa position de premier partenaire commercial du continent. Et dans son discours, le président Xi Jinping a aussi promis une aide financière de 50 milliards de dollars au continent sur les 3 prochaines années. Le forum de coopération sino-africaine s'est poursuivi jusqu'au 6 septembre et d'autres décisions majeures ont été annoncées tout au long de cet événement. Le ministère de la Santé, à travers le programme le PLSS, avec l'appui de l'initiative 5%, a réalisé un atelier de restitution de la première mission d'élaboration de la stratégie de dépistage communautaire pour le programme VIH à l'hôtel Escale. Le secrétaire général du ministère de la Santé, qui a présidé donc cette réunion, a fait un discours à l'ouverture de cette dernière en rappelant que le pays a fait des progrès considérables dans la lutte contre la pandémie dévastatrice et que pour gagner cette bataille, le pays devait innover et adapter les approches aux besoins évolutifs de la communauté. Le dépistage précoce et la prévention sont les éléments de cette stratégie qui tiendra compte du contexte local et des besoins des bénéficiaires, et elle permettra au programme national de lutte contre le sida d'atteindre un plus grand nombre de personnes en situation de risque. Et pour concrétiser cette stratégie, le programme a bénéficié d'un appui de l'Expertise France et du Fonds mondial pour la mise en œuvre de cette stratégie. Et pour plus de précision, écoutons l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé. Il a fait des progrès considérables dans la lutte contre le VIH, mais nous devons continuer à innover et à adapter nos approches aux besoins évolutifs de nos communautés. Il est important de savoir que le dépistage précoce et la prévention sont des éléments essentiels de cette stratégie. Mesdames et messieurs, en 2023, la tendance à la baisse se poursuit avec une prévalence du VIH estimée à 0,86%. Cependant, le dépistage volontaire au niveau des populations à risque demeure une priorité pour prévenir ou traiter cette maladie. Mesdames et messieurs, conscients de cette problématique, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour discuter de la mise en place d'une stratégie de dépistage communautaire adaptée dans ce contexte. Ce processus est en cours de finalisation avec la participation de tous les acteurs concernés, ministères, programmes nationaux et organisations communautaires et les leaders, ainsi que les points focaux des groupes de populations clés difficilement accessibles.
La nouvelle stratégie, qui tiendra compte du contexte local et des besoins des bénéficiaires, permettra au programme national de lutte contre le VIH-Sida d'atteindre un plus grand nombre de personnes en situation de risque. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de la position stratégique de la République de Djibouti qui se trouve donc à l'orée des 3 continents et qui se situe également sur la route commerciale maritime, la deuxième route donc la plus fréquentée au monde. Regardez, c'est un document de la rédaction. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti, un pays connu pour sa riche culture, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position est stratégique le long de la mer Rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti s'enorgueille d'infrastructures de classe mondiale qui l'ont positionné comme un acteur clé de la logistique mondiale. Ces ports ultramodernes tels que le port de Djibouti servent de paracelle vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le pays a beaucoup investi dans ses réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, des chemins de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti récemment construit a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin. La capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. Elle abrite des gratte-ciels modernes, des marchés animés et une scène culturelle vibrante. En outre, Djibouti est fier de son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abondante lumière du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui regorge de merveilles naturelles. Des paysages étranges du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle le long du littoral. Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les infrastructures de Djibouti, associées à son hospitalité chaleureuse et à son riche patrimoine culturel, en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti, terre d'opportunités et des possibilités infinies. Culture à présent, les comédiens burkinabés, souvent donc Siriki, Souké et Fati, ont fait une brève apparition donc à la RTD pour intervenir en direct sur le plateau du journal de 15h. Leur passage à la RTD leur a permis de visiter les infrastructures et les installations de la radiodiffusion-télévision de Djibouti ont été accueillis par le personnel et certains donc ont témoigné donc qui suivait cette série durant une quinzaine d'années et les comédiens ont répondu au micro donc de notre équipe de reportage qui se trouvait également au sein de la RTD. On voit que tout le monde est dans le show, on est très content. Et merci aux responsables de la télé, vraiment on a été bien accueillis et on a dit ce qu'on devait dire et on donne rendez-vous. Vraiment, je tiens à remercier tous les Djiboutiens parce qu'on ne savait pas de chez nous qu'on était aimés comme ça en Djibouti. Vraiment,
Gros coucou à tous les Djiboutiens. Et merci à la télévision djiboutienne. Merci beaucoup. Pour Cathy aussi. Merci beaucoup. Juste ces 5 lettres que j'ai à dire à Djibouti. Merci Djibouti. Dans le second dossier de cette édition, nous allons revenir sur l'histoire, le parcours et l'évolution du journal officiel de la République, bien avant notre indépendance jusqu'à nos jours. C'est également un document de la rédaction. Que l'histoire est comme un calendrier des événements marquants qui façonnent un pays, alors les journaux sont les précieux témoins de ce qui s'est passé dans le présent. En ce sens, le journal officiel de la République devient la fenêtre par laquelle nous observons l'ensemble de notre nation, que ce soit en ce qui concerne sa législation ou son administration. C'est un document qui, au fil des décennies, a évolué pour devenir la mémoire vivante de notre pays, assurant sa transparence, mais aussi sa stabilité juridique. Penser à son avenir à l'ère numérique ne relève pas simplement de la nécessité, mais de l'impératif, car cela nous permet de le préserver pour les générations à venir et de le rendre plus accessible que jamais. Dans cette optique, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité sa numérisation et a ordonné son redémarrage. Avant d'explorer davantage cette initiative, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est le journal officiel. Souvent désigné sous les sigles GO, le journal officiel de la République constitue un pilier fondamental de notre démocratie. Il ne se limite pas à être un simple recueil de textes juridiques et administratifs, mais il reflète l'évolution constante de notre législation et de notre administration. Depuis sa création en 1900, à l'époque de l'administration coloniale, le journal officiel a été le témoin privilégié des moments décisifs de l'histoire de Djibouti. Il a accompagné notre nation dans son parcours vers l'indépendance, enregistrant avec précision les évolutions politiques et juridiques. Ainsi, cette noble tâche est sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, avec une fine équipe pluridisciplinaire qui a été mobilisée. Entreposé au sein des archives de la présidence de la République, le journal officiel, avec ses précieuses archives de plus d'un siècle, renferme une part significative de notre patrimoine juridique, culturel et administratif. La préservation de ce trésor s'avère cruciale, non seulement pour les chercheurs et les historiens, mais aussi pour chaque citoyen qui a le devoir de connaître ses droits et obligations envers notre République. Le journal officiel remplit un rôle diversifié et crucial. En premier lieu, il se pose en gardien de la mémoire de l'État, en diffusant les lois, les décrets et les arrêtés, mais aussi les textes législatifs, instaurant ainsi la transparence et facilitant l'accès à la législation en vigueur. Cela permet à nos citoyens et entreprises de saisir clairement leurs droits et obligations. De surcroît, le journal officiel joue un rôle inestimable dans la garantie de la sécurité juridique. À l'ère numérique, il devient impératif que son contenu soit disponible en ligne, facilitant grandement l'accès du public aux textes officiels. Le citoyen djiboutien peut souscrire à des mises à jour électroniques assurant à une diffusion rapide des informations essentielles. Sous la tutelle de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, une équipe compétente a été mobilisée dans cette optique, s'attelant ainsi à cette entreprise de grande envergure. Dans une vision plus globale, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation de l'administration, un processus de transformation fondamentale visant à accroître l'efficacité, l'accessibilité et le respect de l'environnement des opérations gouvernementales. Cette transition implique le passage du processus administratif traditionnel basé sur des supports physiques comme le papier à des systèmes électroniques, ce qui a un impact significatif sur le fonctionnement des gouvernements et leur interaction avec le citoyen. Les systèmes dématérialisés favorisent une transparence accrue. Les citoyens et les entreprises peuvent suivre en temps réel l'évolution de leurs demandes. Pour mener à bien cette opération d'envergure nationale, l'État a fait appel à un cabinet de conseil national. Cette transition vers une administration plus moderne et respectueuse des environnements
tout en renforçant la confiance entre les citoyens et le gouvernement est une étape clé vers un avenir prometteur. Elle démontre la capacité de notre nation à évoluer avec les avancées technologiques tout en préservant nos valeurs fondamentales. Dans cet élan d'innovation, l'État s'engage à poursuivre ses efforts pour offrir à ses citoyens un service public de qualité, à la fois efficace et transparent. Cette démarche, aujourd'hui, illustre la vision d'une administration moderne centrée sur le besoin de ses citoyens. Fait divers à présent, un accident de la circulation routière est survenu cet après-midi auprès du carrefour d'Arta, mettant en cause un camion éthiopien et un bus. Le bus venant du Galilée en direction de la capitale transportait les vacanciers qui revenaient de l'Éthiopie et a heurté un camion lourd éthiopien au niveau de la descente d'Arta. L'accident a fait une quinzaine de blessés, dont 4 grièvement. Aussitôt intervenu, l'équipe du ministère de la Santé, les éléments de la protection civile ont évacué les blessés vers les services d'urgence, notamment de l'hôpital Cheikho de Balbala. Et selon le responsable de la gendarmerie routière de la zone, la cause de l'accident est due au non-respect du code de la route avec un dépassement interdit et dangereux sur une pente. Accident de la circulation également, cette fois-ci à Tadjoura, notamment sur la route Tadjoura à Balho. Une voiture pick-up a heurté une foule à la sortie du virage de la route de Balho en direction de Tadjoura. La voiture a heurté les personnes regroupées sur le bord de la route et à une heure d'influence, on déplore 16 blessés sur place, dont 4 grièvement. L'équipe mobile du ministère de la Santé, accompagnée donc de 2 ambulances, accompagnée par le docteur Charmarquet, est rapidement intervenue sur place. Les blessés ont été évacués vers le chef-lieu de la région de Tadjoura pour les soins et les 4 blessés les plus graves ont été évacués vers la capitale. Aux nouvelles du monde, à présent, l'armée israélienne s'est retirée des villes de Jenin et Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie après une incursion de 10 jours marquée par des assauts meurtriers ayant causé la mort de 36 Palestiniens et fait des dizaines de blessés. Des témoins ont rapporté que les forces israéliennes avaient quitté donc Tulkarem et son camp de réfugiés après avoir déjà évacué Jenin et son camp plus tôt dans la journée. Les tensions ont atteint un point critique dans toute la Cisjordanie occupée alors qu'Israël poursuit son offensive sur la bande de Gaza qui a coûté déjà la vie à près de 40 900 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants. Le nouveau Premier ministre français Michel Barnier, qui a promis changement et rupture, a répété hier qu'il souhaitait former un gouvernement d'ouverture pour rassembler le pays. Il a aussi fixé ses priorités, citant l'immigration, le travail, la dette et les services publics. Chargé par le président Macron de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays, Barnier se sait déjà en sursis dans un pays très divisé depuis les élections législatives et va devoir trouver les bons équilibres pour ne pas tomber à la première motion de censure. Le chef du gouvernement nommé jeudi dernier a également cité les services publics qui sont un besoin immense dans les quartiers urbains, mais dans les campagnes aussi, reprenant ainsi les grandes lignes du pacte législatif présenté par son parti, les Républicains. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.